Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant l'audition d'Olivier Schrammeck, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a été auditionné hier après-midi par les sénateurs de la Commission de la Culture. Lors de cette audition, le patron du CSA s'est exprimé sur deux sujets principaux. D'abord, le transfert de la bande 700 MHz aux opérateurs de téléphonie mobile et l'impact de ce transfert pour la TNT. Pour faire simple, les opérateurs de téléphonie mobile ont besoin de plus en plus de place que la télévision est sommée de libérer. Et pour cela, elle doit passer l'année prochaine au format MP4 en haute définition. C'est une véritable révolution technologique qui paraît assurément quelque peu prématurée pour Olivier Schrammeck, qui a hier témoigné de son inquiétude. Autre thème sur lequel il s'est exprimé, la chaîne numéro 23, une chaîne à laquelle le CSA a retiré son autorisation de diffusion. Ça sera dès l'année prochaine en raison du non-respect par cette chaîne de sa convention, de sa programmation qu'elle s'était engagée à mettre en place. Olivier Schrammeck, hier, a expliqué qu'il envisageait déjà un appel à candidature sur cette fréquence, également qu'il y avait la possibilité que l'État préempte cette fréquence pour mettre en place la nouvelle chaîne d'information en continu de France Télévisions. Tout de suite donc, retour à cette audition. Monsieur le Président, vous avez la parole et mes collègues ne manqueront pas d'avoir un certain nombre, je pense, de compléments de questions à vous poser. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, chaque fois que je me trouve devant vous, je souhaite exprimer le sentiment que, sur votre invitation, je suis à ma place pour vous rendre compte de l'activité de l'autorité publique indépendante que j'ai l'honneur et la responsabilité de présider. Le nombre et la variété des questions que vous avez évoquées montrent qu'en effet, des explications à la représentation nationale peuvent être utiles sur l'actualité la plus immédiate qui est extrêmement riche. Alors, je me centrerai, Madame la Présidente, puisque vous m'y avez invité d'abord sur les décisions, faudrait-il dire, en droit du 14 octobre 2015, puisqu'il y a une décision, celle qui a appelé l'essentiel, évidemment, des commentaires, qui est la décision d'abrogation d'autorisation de fréquence à numéro 23, et il y a une seconde décision qui n'en est que le corollaire, relative à la demande d'agrément, qui est un non-lieu à statuer sur la demande d'agrément, puisque de fréquence, il n'y a plus. Sur le raisonnement qui a sous-tendu la décision, vous disposez, avant que mon exposé, du communiqué qui a été publié dès le soir de la décision par le Conseil, ainsi que, désormais, de la décision publiée ce matin au journal officiel, qui est tronquée, car nous sommes tenus par le secret des affaires. Mais dans la mesure évidemment stricte du respect de ce secret, je pense que cette décision est suffisamment éclairante sur le raisonnement tenu. Elle comporte tout de même un certain nombre d'absences sur lesquelles, sans trahir ce secret, je serais peut-être amené à expliciter la position du Conseil. Alors, en ce qui concerne le raisonnement mené par le Conseil, et j'y reviendrai car c'est la première des questions que vous m'avez posées, le Conseil a estimé que la fraude n'était pas établie ab initio, dès le commencement, c'est-à-dire dès l'attribution de la fréquence. Je reviendrai sur les circonstances de l'attribution de cette fréquence, même si, comme vous le savez, je n'étais pas présent au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel à ce moment. Ce que le Conseil a retenu, c'est tout un ensemble de faits qui, articulés les uns avec les autres, lui ont paru démontrer l'existence d'un abus de droit spéculatif et emprunt entaché de fraude. Ces circonstances sont les suivantes. Il y a d'abord, et en premier lieu,
les conditions de la présentation de la candidature de numéro 23, avec les engagements qui ont été pris de monter en charge jusqu'en 2019 et les déclarations selon lesquelles la société demanderesse reposait sur un actionnariat stable et durable. Par ailleurs, la société se prévalait de l'appui d'un certain nombre d'entrepreneurs, ce qu'on appelle souvent couramment un tour de table, au nombre de 7 et non des moindres, qui lui paraissaient faire la preuve de la solidité et de l'assise financière prévisible de son activité. Elle avait pris aussi, évidemment, des engagements programmatiques sur lesquels le Sénat, à votre initiative, Madame la Présidente, est revenu pour en faire une pierre de touche de notre appréciation juridique. Une fois cette autorisation obtenue, il s'est avéré, et ceci 5 mois après le début de la diffusion de la chaîne, vous vous en souvenez, le 12 décembre 2012, que la société a fait entrer, c'est la seule chose qu'elle ait déclarée dans ses statuts, une société russe, UTH, pour 15% du capital. Nous avons demandé à plusieurs reprises, les dates sont mentionnées par la décision, 3 reprises officielles sous la signature du directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel à la société de nous fournir les éléments de cette cession, et notamment du pacte d'actionnaires auquel elle avait pu donner lieu. Aucune réponse n'a été donnée à ces saisines successives, sinon que la société a fait valoir qu'elle aurait envoyé début 2014, par courrier simple, jamais reçu au Conseil supérieur de l'audiovisuel, des pièces y afférentes. La dernière de ces demandes pressantes a été formulée à l'occasion de la session dont vous avez parlé, c'est-à-dire de la session à Next Radio, le 25 mai 2015. L'annonce de la session avait été faite le 9 avril 2015, pour être précis. C'est à ce moment-là que le Conseil a commencé à mesurer l'étendue des opérations qui avaient été effectuées et qui étaient en contradiction avec les déclarations et les engagements de la société au moment où elle a obtenu la fréquence qu'elle sollicitait. C'est donc un ensemble de circonstances postérieures à cette attribution, à savoir le contenu même du pacte d'actionnaires et sa qualification au regard du Code de commerce, et les engagements qui avaient été alors pris d'une cession rapide de la société. À un moment, les négociations ont été engagées en mai 2013 et elles ont été conclues le 21 octobre 2013. Donc elles ont été engagées et conclues durant la période de 2 ans et demi que le Conseil avait imposée pour interdire, prohiber tout changement capitalistique. Je rappelle d'ailleurs, même si je n'avais pas participé évidemment à ces délibérations, que le Conseil avait souhaité dans un premier temps une période de 5 années, ce qui me permettra peut-être de répondre à une de vos questions, Madame la Présidente, et que finalement, sur la demande de l'ensemble d'ailleurs des opérateurs qui pouvaient être concernés, cette période a été réduite à 2 années et demie. De cet ensemble de circonstances, des stipulations de l'accord avec la société Next Radio et du prix d'acquisition qui a été
conclu, je le rappelle, 88,3 millions d'euros. Au regard de ce qu'a été la vie de la société, c'est-à-dire le contenu de ses programmes, la réalité de ses engagements financiers, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a conclu qu'en réalité, ce qui avait pu être pris en compte à titre principal, c'était la valorisation financière de la fréquence qui avait été attribuée à titre privatif sur le domaine public de l'État, beaucoup plus que la valeur intrinsèque de la société en cause. C'est là que naît la fraude que nous avons pu dénoncer en le justifiant et en le motivant précisément dans une décision qui fait au total 12 pages. Nous avons eu l'occasion de rappeler en particulier que l'attribution gratuite de fréquences audiovisuelles, comme vous l'avez souligné, Madame la Présidente, a été décidée par le législateur pour assurer la liberté d'expression et de communication, le pluralisme, et pour encourager la création audiovisuelle et, de manière générale, culturelle. Elle n'est évidemment pas faite, comme nous l'avons aussi rappelé, pour asseoir la valeur financière d'un actif dans le domaine de l'audiovisuel. D'autant que le Conseil constitutionnel a jugé dès 1994 que l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui protège, comme vous le savez, le droit de propriété, vaut aussi bien pour le propriétaire public qu'est l'État que pour les propriétaires privés. Et qu'en 2003, il a dégagé dans sa jurisprudence l'impératif constitutionnel de protection du domaine public. Alors, vous m'avez posé à ce propos un certain nombre de questions, Madame la Présidente. La première, vous m'avez interrogé sur les conditions qui ont pu faire que cette fréquence ait été attribuée à la chaîne numéro 23. Je vous ai donné les éléments de réponse dont je dispose. Mais je dois dire que seul mon prédécesseur, M. Michel Boillon, connaît précisément la réponse à ces questions et est en mesure d'y répondre. En ce qui concerne notamment la présentation qui a pu être faite en dehors de la séance, puisque le secret des délibérations s'applique, donc avant la séance, des demandes de la société. Pour notre part, nous avons simplement relevé un certain nombre de faits qui ne sont pas en eux-mêmes constitutifs de fraude, notamment la faiblesse du capital, 10 000 euros, qui n'est pas inhabituel dans le droit des sociétés, et, comme je l'ai rappelé aussi, la mise en valeur de ce tour de table dont j'ai parlé. En audition publique devant le Conseil, tant à propos de l'attribution des fréquences en raison du basculement de la bande 700 que à l'occasion de l'étude d'impact relative au projet de cession de numéro 23 annexe radio, des déclarations ont été faites sur des personnalités, des rendez-vous, des conciliabules. Elles n'ont pas été démenties, mais nous n'avons, en tout cas je n'ai aucun moyen de leur accorder un crédit matériel pour ne pas avoir connu cette période. De même, 2 livres ont été écrits, l'un par un ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel sous sa responsabilité, M. Rachid Arabe, et l'autre par un ancien candidat à cette attribution, M. Maistou. C'est d'ailleurs lui-même qui s'est exprimé au nom de la société fiduciale Média devant le CSA.
Par ailleurs, j'ai lu comme vous dans la presse qu'un des membres du Conseil, Monsieur Gélinet, a déclaré qu'il avait eu le sentiment d'avoir été trompé. Évidemment, je n'ai pas à accréditer cette déclaration, mais j'en ai pris, comme vous, connaissance. Voilà ce que je peux dire sur les circonstances d'origine, et pas plus. Plus de 2 ans et demi après, m'avez-vous dit, c'est effectivement la cession de la chaîne qui a bouclé le processus de valorisation financière 2 ans après, lequel a permis de déceler l'abus de droit entaché d'intentions frauduleuses. Car c'est la cession elle-même qui atteste de la réalité concrète de l'opération envisagée. Si elle n'avait pas eu lieu, eh bien, la société propriétaire de la fréquence aurait continué à l'exploiter, conformément à ses engagements de monter en charge jusqu'à l'année 2019. Comment, c'est votre troisième question, Madame la Présidente, comment peut-on prévenir à l'avance de tels faits? Alors tout d'abord, je rappellerai qu'à plusieurs reprises, et cette fois sous ma présidence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a sollicité du Parlement des pouvoirs de régulation économique qui lui permettent de mener des investigations, le cas échéant sur pièce et sur place, qui lui permettent aussi de déterminer quels sont les marchés pertinents et de faire des recommandations, le cas échéant, préventives et correctrices. Ces suggestions demeurent. En second lieu, le débat qui a eu lieu, en particulier devant votre Haute Assemblée, a conduit à s'interroger sur l'ajout d'un délai au cours duquel une société qui est bénéficiaire d'une fréquence ne pourrait pas la céder. Je rappelle que c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui avait été à l'initiative de cette problématique. Je pense qu'il y a là, pour le législateur que vous êtes, matière à réflexion, afin d'éviter des opérations si rapides dans leur dénouement qu'elles ne peuvent être qu'a priori suspectes, tout en laissant le marché fonctionner sans corset exagéré, car le monde de l'audiovisuel, nous en avons de multiples témoignages, en particulier ces dernières semaines et ces derniers mois, est en évolution permanente. Et il importe, me semble-t-il, qu'une disposition trop générale et trop absolue ne se retourne pas à l'encontre d'une opération qui pourrait être bénéfique à l'avenir de l'audiovisuel. Vous m'avez interrogé, Madame la Présidente, en 4e lieu, sur les conséquences juridiques de la notation faite à 2 reprises par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une intention à caractère frauduleux. La sanction qui a été prononcée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel est une sanction ferme. Elle n'est pas une sanction avec sursis, encore moins un avertissement. Elle comporte, il est vrai, une date d'application retardée au 30 juin 2016. Mais nous n'avons fait, d'une part, qu'appliquer en droit le principe de sécurité juridique affirmé par la décision de l'Assemblée du contentieux du Conseil d'État KPMG de mars 2006, et d'autre part, du point de vue de l'économie, nous avons fait la part de la situation des fournisseurs,
des producteurs, des annonceurs, et bien entendu, au regard de notre mission essentielle, et quelques réserves qu'on puisse avoir sur le contenu programmatique de la chaîne numéro 23, des téléspectateurs. Pour le reste, eh bien, dans l'état de droit qui est le nôtre, évidemment, peuvent s'opérer des recours gracieux ou contentieux. Et nous appliquerons la jurisprudence, c'est-à-dire que nous regarderons les considérations de droit et de fait qui nous seraient présentées s'il s'agit d'un recours gracieux, comme le Conseil d'État, lui, jugera de la décision elle-même dans un délai de 3 mois, conformément à l'article 42-9 de la loi de 1986 modifiée, pour décider s'il y a lieu ou non de confirmer la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Je me permets de dire que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en prenant sa décision et tout en respectant à l'avance et le cas échéant la décision du Conseil d'État, a eu la conviction que sa décision était très fortement motivée et justifiée en droit et en fait. Voilà, Madame la Présidente, ce que je souhaitais vous répondre d'emblée sur les 4 questions que vous m'avez posées à propos de numéro 23. Donc, je peux répondre à d'autres questions sur ce même thème ou passer aux autres questions que vous m'avez annoncées. Bien. Monsieur le Président, je vous propose que nous restions sur ce thème-là pour rester bien concentrés sur le sujet. Et puis, dans un deuxième temps, nous passerons aux autres questions, en effet, que je vous ai posées sur les autres sujets d'actualité. Alors, je vais donner la parole tout de suite à notre rapporteur, Jean-Pierre Leleux, et ensuite à l'ensemble des collègues qui souhaiteront s'exprimer. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, merci de cet exposé qui résume et synthétise les cheminements de la décision prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le sujet de la session prévue de la chaîne numéro 23. Vous avez prévu que l'abrogation de la fréquence de numéro 23 prendra effet au 30 juin 2016. Quelle sera alors la destinée de cette fréquence? Quel pourrait être le calendrier de sa réattribution et comment empêcher un nouveau détournement de droit? C'est ma première question. Ma deuxième question est la suivante. Le gouvernement pourrait-il, selon vous, user de ses prérogatives tirées de l'article 26 de la loi de septembre 86 pour attribuer la fréquence laissée vacante par numéro 23 au projet de nouvelle chaîne dont on parle aujourd'hui, chaîne d'information de France Télévisions en collaboration avec Radio France. Ma troisième question concerne les conditions de retrait de l'autorisation d'émettre qui semblent quand même définies par la loi de manière assez rigide. Ne serait-il pas utile de modifier la loi pour prévoir un retrait automatique de l'autorisation, ou plus simple en tout cas, en cas de fraude caractérisée? Est-ce que le Conseil est aujourd'hui certain que d'autres cas de fraude n'existent pas concernant les autres chaînes de la TNT? Et est-ce que vous envisageriez, si tel était votre droit, de mener des investigations qui pourraient concerner par exemple des pactes d'actionnaires et la capacité réelle de certaines chaînes de la TNT à assumer leurs obligations légales ou conventionnelles? Et concernant enfin la bande des 700 MHz et la réorganisation des multiplexes, les opérateurs de diffusion technique expliquent aujourd'hui qu'ils ont du mal à obtenir des propositions d'indemnisation de la part de l'État. Comme vous le savez, le Sénat a souhaité défendre le principe de cette indemnisation, qui a également reçu le soutien de l'IGF. Pouvez-vous nous expliquer en quoi le rôle de ces opérateurs de diffusion est techniquement essentiel pour assurer le succès du changement de normes de diffusion et donc aussi le principe d'indemnisation
que je viens d'évoquer. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Alors, Sénateur. nous répondrons à cette deuxième question dans un deuxième temps. Je vais compléter peut-être le tour des questions, Monsieur le Président. Monsieur Assouline, vous aviez demandé la parole tout à l'heure. Je vous donne la parole pour le groupe socialiste. Est-ce que, pour ce qui nous concerne, on peut aborder toutes les questions ou bien on reste là-dessus et quitte à reparler ensuite sur les autres questions? Je vous propose de rester sur ce sujet et nous reviendrons vers un autre tour de table pour l'autre sujet, si vous le voulez bien. D'accord. Oui, en tous les cas, merci d'être à nouveau devant nous, Monsieur le Président du CSA. Chacun a ses qualités. Vous avez la qualité d'être d'une précision très grande et méticuleuse. Et donc, je pense que nous avons en main toutes les attendus de la décision du CSA. Je veux quand même souligner que si nous discutons beaucoup de ce problème et avec attention, c'est qu'au-delà de numéro 23, qui n'avait pas tant d'auditeurs que cela, qui ne pesait pas autant dans le paysage, c'est un cas d'école qui symbolise ce qui s'est déjà passé pour des plus gros, de façon pas frauduleuse, mais ce mouvement de concentration et de valorisation et de spéculation, puisque nous avons déjà, nous, posé le problème de la dissuasion par la fiscalité en ce qui concerne le rachat de Direct 8, mais aussi surtout parce que nous sentons bien qu'avec une TNT décidée il y a longtemps, avec une TNT payante qui ne se porte pas très bien, et des mouvements de concentration inévitables, c'est-à-dire d'absorption des petits par des gros ou de mutualisation fusionnelle du spectre de l'audiovisuel, c'est un mouvement qui va continuer et vaut mieux s'outiller pour y faire face. Donc il y a ce que nous avons déjà utilisé, nous parlementaires, la question de la fiscalité, la taxation sur les reventes. Madame la Présidente a voulu même augmenter cette taxation parce qu'elle n'était pas assez dissuasive. Je suis content parce que quand j'avais proposé 5% à l'époque de le rachat de Direct 8, on m'avait dit que j'étais trop dur, donc c'est bien. Maintenant, tout le monde veut aller encore plus loin. Il y a le droit et je pense qu'il faut réfléchir au-delà du côté strict de votre surveillance à est-ce que vous avez besoin d'outils législatifs supplémentaires pour que vous puissiez beaucoup plus développer votre rôle de contrôle. Donc ça, c'est ma question avec un codicile. La seule chose qui reste en suspens dans ce que vous avez exposé devant nous, c'est que vous n'étiez pas là, d'accord, sur les raisons de l'attribution et comment le Conseil a été convaincu. Et même les pressions d'à côté dont on parle, vous ne pouvez pas en rendre compte, en tous les cas, ce n'est pas dans votre champ. Ce qu'on ne comprend pas, vous ne pouviez pas non plus intervenir sur la revente, puisque ce n'était pas fait, ni le bouclage du montage financier. Par contre, il est clair que depuis 2 ans, la qualité des programmes produits faisait déjà jaser ceux qui regardaient. Il n'y en avait pas beaucoup. Ils se disaient, mais c'est quoi? C'est-à-dire que par rapport à l'honneur et la responsabilité que l'on a quand on reçoit une fréquence, alors qu'elles sont si rares, on ne peut pas dire que ça remplissait et ça se voyait les prérogatives. Et donc, quel est le mode de vigilance que ça vous conduit à avoir pour suivre en continu, et pas seulement quand il y a une revente, le fait que les engagements de départ sont bien respectés
par la programmation, les lignes éditoriales, etc., qui étaient à l'origine du fait qu'ils aient reçu cette fréquence. Voilà, et d'ailleurs, si vous pouvez me répondre, parce que là-dessus, c'est quand est-ce que, sur le contenu, peut-être vous n'aviez pas de pouvoir et qu'il faut qu'on les donne, mais sur le contenu, quand avez-vous été alerté et pourquoi pas plus tôt? Merci, Monsieur Assouline. Monsieur Dufaux, vous avez demandé la parole. Monsieur Dufaux est parti. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Monsieur Luche. Oui, Monsieur le Président, d'abord merci de cette présentation, ça a été rappelé tout à l'heure par le rapporteur, mais vraiment très précise et très, très ordonnée. Deux questions. La première d'entre elles, c'est que, et ça a été abordé par le rapporteur, certes la chaîne 23, nous avons des problèmes avec cette chaîne-là, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Première question. Deuxième question, cette chaîne-là avait répondu, je suppose, à un cahier des charges. Est-ce que, depuis ces problèmes-là, les cahiers des charges, est-ce que vous avez mené une réflexion pour revoir éventuellement le cahier des charges et l'actualiser en demandant des précisions supplémentaires ou des engagements supplémentaires qui seraient portés dans les différentes conventions qui seraient signées? Et ceci, bien évidemment, pour éviter qu'il n'y ait pas un autre dérapage à ce niveau-là. La troisième question, vous y avez, elle a été posée également. À qui va être attribuée cette chaîne-là et dans quelle procédure va-t-elle être attribuée? Je vous remercie de votre réponse. Merci, Monsieur Luche. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Monsieur Grosperrin? Allez-y, Monsieur Grosperrin. Pardonnez-moi, je n'ai pas tout compris s'il y avait deux séries de questions. Première série de questions sur la chaîne 23 proprement dit, et ensuite nous reviendrons au deuxième dividende numérique. Très bien. J'ai bien compris sur la chaîne 23. Merci, Président, de nous avoir expliqué les raisons de cette fréquence qui a été retirée. Moi, je voulais simplement vous poser une question sur le fait qu'à un moment donné, cette chaîne 23 avait présenté à l'origine un projet lié à la diversité. Comment vous envisagez-vous la question de la diversité à l'antenne à partir du moment où cette chaîne 23 n'aura plus de raison, en tout cas, d'émettre? Merci. Merci, Monsieur Grosperrin. Monsieur le Président, sur cette question. Alors, effectivement, si vous me permettez, Madame la Présidente, parce que ce sont des questions tout à fait distinctes. Donc, je vais répondre d'abord à Monsieur le Sénateur Leleux. Sur la perspective d'un appel à candidature, il est clair que la sanction qui a été prononcée appelle la perspective d'un appel à candidature. Le collège n'en a pas débattu à ce stade, puisqu'il s'est séparé sur la séance qui a conduit à prononcer la sanction que j'ai présentée. Mais à titre personnel, à titre purement personnel, il me semble qu'il serait raisonnable d'attendre la présentation éventuelle de recours gracieux ou contentieux avant de prendre des décisions qui engagent la présentation de dossiers de candidature et de ne pas nous retrouver, et j'y reviendrai, Madame la Présidente, si vous me le permettez, dans la situation où nous sommes trouvés à propos de la bande 700, où nous n'avions pas toutes les données d'appréciation de dossiers qui nous étaient présentés. C'était votre première question. Je ne peux y répondre qu'incomplètement pour la raison que je viens de dire, Monsieur le Sénateur. Votre deuxième question est relative à la possibilité d'user pour le gouvernement, dans le cadre de cette perspective d'appel à candidature, de son droit de réserve, qui est prévu, comme vous le savez, par l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986. Évidemment, je ne peux préjuger en rien des intentions du gouvernement dans ce contexte. Mais il est clair que l'article 26 en droit n'est subordonné à aucune condition tenant à l'état antérieur de la fréquence.
Votre troisième question, monsieur le sénateur, est relative à l'éventualité d'une automaticité du retrait en cas de fraude caractérisée. Alors, je dirais d'abord que la fraude en jurisprudence comporte dissolution du lien juridique. C'est le fameux adage latin « fraus omnia corrompit ». Et par conséquent, il n'est même pas besoin de dispositions législatives pour... Pardon, la fraude corrompt tout. Et donc, il n'est pas besoin de dispositions juridiques pour incarner, en quelque sorte, ce principe jurisprudentiel qui s'impose en toutes circonstances à tout acte réglementaire ou contractuel, qu'il émane d'une autorité de l'État ou d'une autorité indépendante comme la nôtre. Il est clair que s'il y avait une fraude caractérisée, nous en tirerions immédiatement les conséquences. Mais comme je l'ai exposé tout à l'heure, la fraude, l'intention frauduleuse que nous avons dégagée, résulte de la prise en compte simultanée d'une séquence d'événements successifs. Et donc, c'est au moment où le processus a été bouclé par la demande de revente que la fraude a en quelque sorte émergé à la réalité juridique. D'autres cas de fraude, et c'était votre quatrième question, monsieur le sénateur. Nous n'avons pas connaissance de cas de fraude de ce type, et évidemment, mais je ne souhaite en aucune façon répondre par une boutade à votre question. La fraude, par définition, cherche à se dissimuler. Et donc, cela pose, mais je l'ai d'emblée évoqué, le problème de savoir quels sont les pouvoirs d'investigation du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans son action de régulation économique. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé, sans du tout volonté inquisitoriale, de disposer de la possibilité, dans certains cas qui nous apparaîtraient douteux, de procéder à des investigations sur pièce et sur place, lesquelles, s'il n'y était pas répondu, pourraient être sanctionnées selon la procédure de mise en demeure que vous avez vous-même mise en place dans la loi. Monsieur le sénateur Assouline, vous avez indiqué que le Parlement lui-même avait établi un processus de taxation qui figure désormais dans l'article 7 de la loi du 14 octobre 2015 et qui résulte d'un amendement de Madame la présidente Catherine Morin-Desailly. Cette taxation suppose que l'opération soit faite et soit faite légalement. D'autres procédés peuvent être employés. J'ai évoqué la question du délai. Vous avez vous-même, c'est un autre amendement numéro 4 lors du débat de Madame la Présidente, introduit une disposition qui figure à l'article 4 de la loi, selon laquelle il doit être tenu compte, en cas de projet de transaction, de l'accomplissement des obligations programmatiques de la chaîne. Et c'est le point sur lequel, je crois, monsieur le sénateur, vous avez centré votre question. Alors, à cet égard, je ferai deux observations. La première, c'est que force est de constater que la convention qui a été signée en 2012, en mars 2012, est singulièrement large dans ses formulations. J'y reviendrai en répondant à la question de monsieur le sénateur Grosperrin. Si effectivement
la société demanderesse s'est réclamée de la diversité, le cadre qui a été fixé à son activité est tellement divers qu'en réalité, les termes mêmes de cette convention sont très difficiles à faire respecter sous la forme d'une sanction. C'est particulièrement, peut-on le penser, regrettable aujourd'hui, alors que, comme vous le savez, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à qui la loi a confié le soin de veiller à ce que les programmes retracent un tableau fidèle de la diversité et contribuent à la cohérence du lien social, dans son article 3-1, doivent pousser le Conseil supérieur de l'audiovisuel, comme il l'a montré à l'occasion d'un récent colloque le 6 octobre dernier, à être particulièrement vigilant à l'égard des engagements des sociétés. Il ne peut le faire dans l'état actuel de la loi que sous une forme incitative en application de sa délibération de 2009. Si nous devons veiller à, le Conseil d'État n'a pas pour autant reconnu que nous tirions de cette expression un pouvoir réglementaire. Si le législateur souhaite nous le conférer, nous l'assurerons évidemment. Oui, mais à garantir. Mais là, je m'appuie sur la jurisprudence et le terme, je me permets de le signaler à votre commission, le terme « veiller à » est interprété par la jurisprudence du Conseil d'État selon des acceptions différentes en fonction des matières. Lorsqu'il s'agit du pluralisme, un pouvoir réglementaire nous est reconnu. Lorsqu'il s'agit du respect de la diversité, ce n'est pas, au jour d'aujourd'hui, le cas. Deuxième observation, nous sommes de fait très attentifs à la programmation de chaque chaîne, car outre les rapports qui sont attendus de nous en vertu de la loi et qui sont nombreux, vous le savez, en premier lieu celui de l'article 18, le rapport annuel, dont le contenu a été fortement enrichi par la loi du 15 novembre 2013, nous procédons à un examen annuel de la programmation de chaque chaîne et nous établissons un rapport à cette occasion. Et nous ne manquons pas, nous sommes en train de finir ce processus en ce moment pour l'année passée, nous ne manquons pas de prononcer des sanctions. Plusieurs opérateurs, tout à fait différents de numéro 23, ont été l'objet de sanctions de la part, ou plus exactement, de ce préalable de la sanction qui est exigé par la loi, qui est la mise en demeure, car nous ne pouvons pas prononcer directement de sanctions, comme vous le savez, de mise en demeure dans les semaines précédentes. Est-ce qu'il convient d'aller plus loin? Nous nous heurtons là à une difficulté que je souhaiterais souligner, qui est la responsabilité éditoriale de chaque chaîne. Nous ne pouvons pas formuler une appréciation directrice, en quelque sorte, sur la qualité des programmes qui force une chaîne à substituer un type de programmation à un autre, dès lors que la convention qui a été signée avec l'opérateur est respectée. Or, comme je l'ai dit, la convention avec le numéro 23 est fort peu contraignante. Je vais maintenant répondre aux questions de M. le sénateur Luche. Est-ce qu'il y a des problèmes avec d'autres chaînes? D'une certaine manière, j'y ai répondu, car il suffit de se reporter aux mises en garde et aux mises en demeure qui ont été prononcées à l'égard d'autres opérateurs pour en prendre la mesure. En ce qui concerne la chaîne numéro 23, le Conseil s'est accordé sur les nouvelles chaînes, mais il s'est accordé en 2012. Sur les nouvelles chaînes, à ne prononcer la première année que des sanctions de mise en garde en prenant en compte la montée en charge de la programmation de chaque opérateur nouveau. Et effectivement, en ce qui concerne le numéro 23, nous avons prononcé des mises en garde fermes pour méconnaissance des obligations du décret du 17 janvier 1990
notamment en ce qui concerne la programmation cinématographique, et en particulier déficiente en ce qui concerne celle d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique, qui ressortent en effet de la diversité. Pour l'année 2014, nous avons prononcé des mises en demeure, c'est-à-dire le maximum de ce que nous pouvons prononcer, 2 mises en demeure, afin que la chaîne se conforme dès l'exercice 2015 et à l'avenir à ses obligations réglementaires et conventionnelles de diffusion d'œuvres cinématographiques. Et nous avons observé en particulier que les taux d'œuvres cinématographiques françaises d'origine française et européenne étaient nettement inférieurs aux engagements qui avaient été pris par la chaîne. Alors, vous m'avez parlé, monsieur le sénateur Luche, de cahier des charges. En fait, nous signons des conventions avec les opérateurs privés, et votre question sur l'utilité d'un examen périodique de ces conventions est bien entendu tout à fait pertinente. Seulement, je voudrais souligner qu'une convention étant synallagmatique, elle ne peut être modifiée que si le signataire de la convention, qui est l'opérateur, accepte de modifier cette convention. Et donc, c'est un pouvoir de négociation que nous avons, ce n'est pas un pouvoir unilatéral. Vous m'avez demandé, enfin, à qui va être attribuée, en cas d'appel à candidature, cette chaîne. J'ai répondu sur la perspective d'une utilisation par le gouvernement de sa réserve. Évidemment, cela dépendra des candidatures qui se présenteront à la suite de l'appel, et je ne peux pas préjuger de l'appréciation et de la délibération du collège, même si je suis intimement persuadé qu'il est et restera extrêmement attentif à l'objectif de diversité. Et ça me permet de répondre à la question de monsieur le sénateur Grosperrin pour dire que la diversité, dont j'ai rappelé qu'elle s'inscrit dans les termes mêmes de la loi, nous apparaît comme étant un objectif tout à fait essentiel. J'ai réuni le 28 mai dernier l'ensemble des chaînes, des opérateurs, pour les persuader, avec l'aide en particulier de la conseillère Memona Interman-Afedji, qui suit tout particulièrement avec le vice-président du groupe de travail Nicolas Abou ces questions, pour les persuader, d'une part, de renforcer leurs engagements, d'autre part, de les rendre publics en tant que tels, et enfin, de s'inscrire dans une programmation pluriannuelle. Plusieurs propositions ont été transmises au Conseil. À l'occasion du colloque du 6 octobre, Madame Delphine Ernotte, nouvelle présidente de France Télévisions, a pris des engagements fermes devant le Conseil, d'obligations de résultats et non pas de moyens, et l'ensemble de ces obligations, telles qu'elles sont consenties par les chaînes, seront bien évidemment rendues publiques par le Conseil. Sur la chaîne 23, mes chers collègues, y a-t-il encore des compléments d'informations que vous souhaiteriez obtenir auprès du président du CSA? Non, je n'en vois pas. Donc, vous voyez, Monsieur le Président, à quel point notre commission est sensible à ce dossier. Nous le suivons depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Des collègues ont fait état des difficultés économiques. Je crois que c'est M. Assouline qui a évoqué le fait que les difficultés économiques, les mutations technologiques, finalement, ont amené certaines chaînes et certaines reconfigurations à se faire rapidement pour pouvoir survivre dans ce paysage audiovisuel français en pleine mouvance. Je dois dire que pour ma part, à l'époque, j'avais clairement dit que j'étais hostile au fait que l'on réattribue de nouvelles fréquences, considérant que le paysage avait déjà été beaucoup changé avec les premières chaînes de la TNT. On vivait une mutation extrêmement profonde et qu'il était sans doute
périlleux de pouvoir garantir une stabilité économique non seulement des nouveaux entrants, mais par voie de conséquence des chaînes existantes. Or, on voit combien finalement l'actualité donne raison à cette analyse. Au demeurant, cela ne permet pas de disculper ceux qui font une mauvaise utilisation des fréquences qui leur sont données, en tout cas qui ne remplissent pas leurs obligations. Donc on a bien noté qu'il y aurait cette période de recours gracieux ou de contentieux éventuel qui va nous mener jusqu'à fin juin de l'année prochaine. Donc c'est forcément un sujet sur lequel on va continuer à travailler. Je crois que si la loi est là, il existe un cadre juridique, il est sans doute encore perfectible. Nous avons tenté de le faire ces dernières semaines et nous allons poursuivre sur ce sujet. Voilà, je voudrais qu'on puisse évoquer le deuxième sujet qui est vraiment d'actualité, qui nous a beaucoup occupé aussi lors de nos débats. Nous avons quelques questionnements sur la soutenabilité du calendrier pour le basculement des fréquences, comment se réorganisent les multiplexes, quid des opérateurs, aussi bien les opérateurs donc de diffusion mais également de programmation. Avez-vous des éléments nouveaux à apporter à notre connaissance sur ce sujet? Mais peut-être je me tourne vers mes collègues pour leur donner la parole. Ils ont des questions complémentaires à celles que je vous ai posées tout à l'heure et à celles que Jean-Pierre Leleux vous a posées également sur les opérateurs techniques de diffusion. Assouline. Voilà. Tout à fait. Oui, sur cette question de la bande 700, je fais partie avec M. Retailleau de cette commission, des représentants du Sénat à la commission, en charge de suivre cela. Madame la présidente de notre commission, Morin-Desailly, a insisté pour qu'y compris dans la loi, il puisse y avoir un rôle joué par cette commission qui continue. Et notamment qui fasse des points d'étape sur le calendrier et sur la mise en œuvre, puisque c'est là-dessus qu'il y a une inquiétude et beaucoup de tensions, parce que c'est un calendrier difficile à tenir, mais qu'il faut tenir. D'ailleurs, en passant, le jour où se réunit la commission que vous appelez de vos voeux, Madame Morin-Desailly, et l'heure à laquelle elle va se tenir, c'est bientôt, c'est le 4 novembre. Et à la même heure et au même jour, il y a Madame Delphine Ernotte qui est auditionnée ici. Donc c'est un peu difficile de remplir notre mission, surtout quand on est sur ces sujets de l'audiovisuel et d'être dans les deux instances qui sont tout à fait nécessaires pour notre propre compréhension, surtout que France Télévisions, c'est la première audition de la présidente, et pour moi ça a beaucoup d'importance. Les dates vont en effet être modifiées, mais on dépendait aussi du calendrier de Madame Ernotte qui était très compliqué à auditionner. Bon, mais tout ça va être arrangé, ne vous inquiétez pas, c'est bien l'essentiel. Je ne sais pas, en tous les cas, moi je dois choisir, et M. Retailleau aussi, et c'est un choix, je ne sais pas, difficile à faire. Dans les deux cas, on manquerait à une de nos tâches et de nos fonctions. En tous les cas, moi c'est pour appuyer la question de la présidente sur le fond. Vous avez émis un certain nombre de craintes, ou en tous les cas d'interrogations par rapport à un processus tendu. Considérez-vous que sur ce que vous avez posé comme question, ou en tous les cas émis comme doute, le calendrier et d'adoption de la loi et de mise en œuvre, est-ce que vous savez des moyens que l'État s'est donné pour arriver à ce qu'au mois d'avril les choses soient opérationnelles? Est-ce que vous, à ce stade, vous êtes optimiste? Autant que moi. Merci, Monsieur Assouline. Y a-t-il d'autres questions sur le sujet? Je n'en vois pas. Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, je ne suis pas optimiste. Je suis réaliste et par conséquent inquiet. Et je vais vous exposer pourquoi. Comme je vais l'exposer à Monsieur Leleux en ce qui concerne la question particulière de l'indemnisation des diffuseurs.
Vous vous souvenez que j'ai été invité à présenter mes observations le 5 février dernier devant votre commission. Et j'étais extrêmement attentif au fait que la représentation nationale, notamment sur votre suggestion, a pris en compte, comme le fait apparaître le communiqué de presse du 15 septembre dernier, un certain nombre de principes qui nous étaient apparus, à nous aussi, fondamentaux. En particulier, le principe de la couverture à 95% du territoire par la TNT, qui est préservé pour les chaînes diffusées en numérique. Mais ce même communiqué de presse relève des intentions du gouvernement, d'une part en ce qui concerne l'éligibilité à l'aide et l'équipement des foyers qui reçoivent la TNT par voie satellitaire, nous en étions longuement entretenus à l'époque, et d'autre part évoque les conclusions d'un rapport de l'inspection générale des finances en ce qui concerne, monsieur le sénateur Leleux,